Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans les Mademoiselle Pitch On Air, le podcast qui explore la puissance de la communication au service des grandes causes. Je suis Magali Faget, fondatrice de l'agence Mademoiselle Pitch et également organisatrice du concours de publicité créatif et citoyen, les Mademoiselle Pitch Awards & Co. Dans chaque épisode, avec mes invités, nous vous ouvrirons les portes du monde complexe de la communication des ONG. Un domaine où l'art de raconter des histoires et mobiliser les gens fait toute la différence. Comment les histoires peuvent-elles changer le monde? Comment les campagnes influencent notre façon de penser et d'agir? Et comment les ONG peuvent créer un impact positif, durable, grâce à leurs messages? Alors, préparez-vous à être inspiré, à repenser votre approche de la communication et à vous engager davantage pour les grandes causes qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je reçois une personne que l'on aimerait tous avoir dans notre cercle d'amis. Un pote. Il est sympathique, il est drôle, il est toujours très positif. En bref, il illumine les journées et surtout les soirées de tous ceux qui croisent son chemin. Bon, là, il vient de faire un gros week-end, donc on est mardi, il n'est pas complètement réveillé. Mais son parcours professionnel aurait pu le conduire vers une carrière de footballeur, mais malheureusement, les croisés en ont décidé autrement. J'ai du mal un peu à y croire à cette histoire de croisés, on y reviendra un petit peu plus tard. Bien heureusement, il a trouvé sa voie en tant que concepteur-rédacteur et ça lui va à merveille. Je l'ai connu via mon concours de publicité, les Mademoiselle Pitch Awards & Co, car il est l'un des lauréats de l'édition dédiée au secours populaire. Sa campagne publicitaire touchante, Larmes d'enfant, témoigne de son engagement sociétal et social. Depuis ça, nous sommes liés d'amitié et cette année, je lui ai demandé d'intégrer le jury dans la catégorie Spot Radio du concours. C'est Édouard Delcourt qui nous rejoint aujourd'hui dans Mademoiselle Pitch On Air. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Alors, chers auditeurs, on va commencer la première partie de ce podcast avec des questions un peu personnelles pour faire mieux connaissance avec Édouard. Alors, entre nous, Édouard, ce sont vraiment les croisés qui t'ont empêché de faire carrière dans le foot ou t'es juste nul en foot? Je suis pas très bon, mais je suis très déterminé. J'ai joué tous les dimanches pendant 10 ans. J'ai créé mon club, je me suis beaucoup battu. J'ai créé un club de foot, je me suis occupé de tous mes joueurs, je me suis occupé des licences, je me suis occupé des arbitres, des commissions, tout ça. Mais le terrain, c'était pas tellement mon truc. Je suis pas trop mauvais, mais pro, on était très 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 loin, ouais. Bon, t'as loupé ta carrière de footballeur, mais malgré ça, tu gardes toujours le smile. C'est quoi le secret de ta bonne humeur au quotidien, Édouard? Je vais être obligé parce que le portrait m'a mis un peu la pression. Je dois être drôle, de bonne humeur, sympathique, etc. Le secret de ma bonne humeur, c'est que je sais pas si je suis toujours de bonne humeur, mais en tout cas, je m'inquiète de pas grand-chose, voilà. C'est-à-dire que je considère que tout va à peu près bien se passer un jour, dans la mesure où tout s'est toujours à peu près bien passé. Et même quand ça se passait pas très bien, ça finit bien. Donc de mon expérience, tout finit toujours par pas trop mal se passer, donc il n'y a pas de quoi s'angoisser, voilà. Et puis t'as un peu la positive attitude, quoi. Ouais, alors ça, au travail, d'autant plus que j'ai des DA qui ont toujours été un peu l'opposé de ça, une forme de yin et de yang avec moi, donc j'ai toujours aussi un peu contrebalancé des DA qui étaient plus stressés et moi qui étais plus détendu, et elles m'ont apporté une forme d'exigence là où moi je me disais que ça pouvait passer. Voilà, donc on a trouvé cet équilibre-là, et c'est vrai que du coup j'ai pris ce rôle d'être celui qui est positif et celui pour qui tout va bien, parce qu'elles avaient le stress et l'exigence à m'amener. Alors avec cette passion du foot, comment tu t'es retrouvé à bosser dans la pub? C'est triste, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours bon dans ce qu'on aime. Et le seul truc qui cumulait un peu les deux, c'était les mots, c'était écrire notamment. Donc moi je savais que je voulais écrire, je savais que je voulais qu'on me lise, qu'on m'écoute. Donc j'ai réfléchi à des métiers, il y avait avocat, il y avait journaliste. Avocat, j'ai fait un an de droit, j'ai compris qu'il n'y avait plus avocat. Parce qu'il fallait beaucoup bosser. Ouais, voilà. Et que c'était trop rationnel pour moi. Et puis journaliste, j'ai compris que je pouvais raconter à peu près n'importe quoi pour le plaisir d'une bonne accroche.
Et il y a un métier pour ça s'appelle rédac et je suis très heureux de l'avoir trouvé. Alors, on peut retrouver quoi dans ta playlist Spotify ? Alors je suis un vieux monsieur dans mon corps de jeune, donc j'écoute beaucoup de musique à texte, donc vraiment de la chanson française très à l'ancienne, donc du Barbara, du Reggiani, des trucs comme ça. Je suis aussi une culture un peu hip-hop 90-2000, voilà, donc les premiers Booba, les Cynic, les Snipers, les NTM, les IAM, etc. Et aussi un peu de musique, on va dire pour m'ambiancer, donc de l'italo disco, des trucs un peu funk, etc. Tu t'ambiances quand ? En boulot ou plutôt en dehors du boulot ? Alors j'ai de la chance, c'est que Pauline a les mêmes goûts que moi. Et Qui donc, est ta DA ? Ouais, Pauline qui est ma DA. Donc on a les mêmes goûts, donc on est les seuls à mettre de la musique dans l'open space. Ça dure du moment où elle démarre jusqu'au moment où quelqu'un nous dit ta gueule, mais ça dure le temps que ça dure, mais ça peut durer 1 heure et demie dans la journée. On est un peu les DJ officiels du bench. Quels sont tes héros dans la vie ? Alors si on sort du cercle familial et des gens que j'ai admirés parce qu'ils m'ont élevé, etc., je suis toujours assez admiratif des gens qui savent à peu près tout faire, comme je te disais. C'est-à-dire, moi, je sais faire quelque chose à peu près bien, et il y a des mecs qui savent faire ça mieux que moi, et tout le reste. Je pense à des gens comme Jean-Paul Goude, des gens comme Astier, qui sont capables d'écrire un film, de jouer dedans, de le réaliser, de le monter, de composer la musique du film, de diriger l'orchestre lors de l'enregistrement de la musique. Voilà. Il y a des mecs qui sont des génies totaux, et moi, ça me fascine un peu. La base pour toi, c'est plutôt l'amitié et la famille ou l'argent et les voitures ? J'ai pas le permis, je suis mal payé. Donc je dirais... non, pas trop mal payé. Je dirais la famille, oui. La famille et les amis, ouais. Et les amis deviennent vite la famille chez moi. Voilà, ils sont beaucoup à la maison, ils connaissent mes parents, ma meuf, tout ça. C'est vite la famille. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Bon allez, on passe aux choses sérieuses maintenant. On va parler un peu boulot. Je rappelle que tu es concepteur-rédacteur chez Fred et Farid Paris. Ton métier consiste à jouer avec les mots. Mais alors, d'où vient ton amour des mots ? Ça vient de loin, depuis que tu étais enfant ? Ouais, je crois que ça vient de l'enfance. Je pense faire partie des rares individus qui ont parlé avant de marcher. C'est-à-dire que mon père me disait que j'étais assis, que je refusais de me lever, mais que par contre, je déblatérais très longtemps. Donc j'ai en plus été un enfant qui a beaucoup été incité à parler, incité à lire. Moi, j'avais pas la télé, donc je n'avais pas beaucoup d'autres refuges que les bouquins. Et très vite, il y a eu l'écriture. Je crois que je suis d'une famille... ma grand-mère était... Enfin, et toujours d'ailleurs. Une artiste. Mon père était avocat, a toujours beaucoup écrit. Il a écrit des nouvelles. Moi, j'ai essayé de m'inscrire dans ce truc-là parce qu'à table, fallait briller, fallait être bon. Et donc, c'était le bon mot, le truc. Et c'est une gymnastique d'esprit, voilà, qui m'est restée. Et je pense que c'est comme ça que j'ai su que je savais faire que ça de vraiment bien. Et t'étais premier en rédac à l'école ? En rédac, non. Non, je sais que j'ai tué des compos pour une vanne. C'est-à-dire j'ai tué des compos d'histoire sur des grandes familles où j'écrivais la fin justifie les moyens, FIM, et j'étais très fier de moi, et elle me disait on n'est pas là pour faire des blagues, et il n'y a pas de date, et machin. Non, j'étais pas très très bon à l'école. J'étais bon quand je levais la main pour faire le con, mais j'étais pas très bon à l'école. Comment la pub peut contribuer à faire du bien à notre société pour toi ? La pub, c'est pas de moi, c'est de Gabriel Gauthier, donc tout va bien. Et on peut dire à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas qui est Gabriel Gauthier. Gabriel Gauthier, qui est un grand créatif, qui a été le directeur de la création de Leg, de la Young à l'époque, qui a monté Leg, qui a monté aujourd'hui Jésus et Gabriel, qui a créé des revues, etc., et qui est considéré comme un des grands rédacteurs français. Il dit qu'on est des haut-parleurs. C'est-à-dire que les marques, ceux qui nous payent, ont un message à faire passer. Et nous, notre travail, c'est de le traduire en quelque chose d'intelligible, en quelque chose qui reste en tête. Donc ça peut être drôle, ça peut être de l'émotion, ça peut être de l'intelligence. En tout cas, notre métier, c'est d'être des haut-parleurs de ce message. Eux vont le dire avec leurs mots de marketeurs ou de gens qui ont simplement quelque chose à dire, et nous, on doit le hurler. Voilà, une affiche est un cri, pas moi non plus, Philippe Michel. Mais voilà, on doit hurler les messages que les marques ont à faire passer. Et nous, notre moyen de le faire, c'est d'être le plus créatif possible. Et donc pour les causes, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Et donc il se trouve que pour les causes, souvent on est encore plus d'accord qu'avec ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, le nombre de burgers que va vendre McDo, dans le fond, je suis content de faire mon travail. Si ça marche pour eux, tant mieux. Une collecte de dons pour une cause qui touche, forcément, on a un investissement émotionnel au-delà d'avoir un investissement professionnel. Et effectivement, plus on bosse pour des causes, en fait, plus on s'intéresse au sujet. C'est l'avantage de notre métier, c'est comme on change souvent de client, à un moment donné, on s'intéresse au client, quelque chose qu'on découvre, quoi. Et donc, quand on s'intéresse à une association, on voit les chiffres, on voit des images, on entend des témoignages, et forcément, ça remue un peu. On a d'autant plus envie de bien faire le travail
pour les aider. Quelles sont les grandes causes sur lesquelles tu as travaillé chez Fred et Farid ? Je crois qu'il y a la Fondation Abbé Pierre qui a d'ailleurs participé à notre concours. Lui, l'abbé Pierre, c'était un peu un punchliner avant l'heure, même un influenceur avant l'heure, parce qu'il jouait grave avec les mots. Et celles qui t'ont inspiré dans les autres agences. À Fondation Abbé Pierre, je dis juste, j'aurais bien aimé faire les films. Pour le moment, c'est pas encore le cas. J'ai fait quelques prints, mais pas encore le film. Dans les autres agences, il y a une campagne anglaise, mais alors j'ai plus le titre, ça va être compliqué, mais c'est un... Si vous voulez, il y a un jeu de transition où à chaque fois que l'enfant relève la tête, il est chez le psy. Et il se fait engueuler il explique un peu sa vie, à quel point sa vie est dure. Et il y a des transitions où il baisse souvent la tête et dès qu'il la relève, il est un peu plus jeune. Et en fait, on comprend que c'est dès l'éducation des enfants qu'on peut empêcher les enfants de mal tourner, entre guillemets. Ça, j'ai trouvé ça brillantissime. Et sinon, moi, j'aime beaucoup les 30 millions d'amis. Parce que, alors on peut trouver ça un peu facile, hein, l'émotion, etc. Avec les animaux, c'est mignon. Mais en fait, il n'y a pas un film où ça retourne pas le bide, quoi. Tu l'as vu, The Cry de Ouais. Bruno Aveillant ? Ouais, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ça a pris à Cannes. Oui, ça a pris. En son. Moi, l'argent. je trouve que c'est un très très beau film au son. Ma sensibilité de rédac, elle va sur un vieux, il doit avoir 4-5 ans, mais c'est simplement la vie d'un enfant et son chien, de son moment où il est chiot jusqu'au moment où il l'emmène, il l'emmène même se faire piquer chez le vétérinaire pour abréger les souffrances, et c'est écrit: quand un animal abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances. Le film sort en juin, je crois, et j'ai jamais trouvé un film sur le sujet aussi bien signé. Je trouvais ça très pur. Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière jusqu'à présent ? Je sais pas exactement. Je crois que le moment où je me suis dit waouh, j'y suis, c'est le moment où Olivier m'appelle le jour de mon anniversaire et me dit t'es embauché. Là, j'ai dit ok, je suis dans la cour des grands. Mon premier lion, évidemment, mais presque je m'y attendais. Je le sentais bien. J'avais 4 shortlists, je le sentais bien. Et je crois que c'est mes premières shortlists au Clio. Non, au One Show. Parce qu'en fait, au One Show, il y a des pré-shortlists. Et donc, j'avais 9 shortlists. Et c'était la première fois que j'avais des shortlists. J'en avais 9. Et je me suis dit, ok, je vais faire une razzia. Bon, j'ai eu au final un One Show. Mais là, je me suis dit, ok, je rentre dans la cour des grands. Je me souviens, j'appelle Alex, j'appelle ma mère, j'appelle Alexandra, qui est mon ancienne DA. Et on était comme des fous, quoi. Parce que pour la première fois, on était chez Fred et Farid. Le premier concours de Ward auquel on participe. Boum, 9 shortlists. Et là, on se dit, ok, on est des tueurs. Et t'as ramené ton premier lion avec Alexandra, d'ailleurs, pour quelle campagne ? Pour Pathé, qui est une campagne Pathé où on a, pour défendre le cinéma contre les petits écrans, contre le fait de regarder des films sur des smartphones, qui est une aberration totale. On avait une interview de David Lynch qui disait si vous regardez mon film sur un téléphone, je vous tue. Les mecs, ils mettent des millions et on les regarde sur des petits écrans foireux. Et en fait, on a pris des films qu'on a mis au cinéma, des bandes annonces, qu'on est venu polluer avec des notifications, des messages, des tu fais quoi ce soir, des emails, des réductions Uber Eats, ta mère qui t'appelle au milieu. Bref, on a pourri les films, sauf que les notifications faisaient 20 mètres carrés sur un écran de cinéma. Je suis quand même un peu déçue de tes réponses, parce que t'as même pas dit que quand t'avais gagné, avec Alexandra d'ailleurs, les Mademoiselle Pitch Awards, je crois que ça t'a quand même aidé dans ta carrière, ça t'a fait rentrer dans une grande agence, non ? Oui, non, ça m'a clairement aidé. Ça m'a clairement aidé parce que la simple démarche déjà d'aller chercher les awards, je pense que c'est une démarche que toutes les agences apprécient. C'est-à-dire que je pense que dire à un directeur de création, j'ai 22 ans, 23 ans, j'ai déjà un award et j'ai pas eu besoin de toi, ça pose quand même à peu près qui tu es. Non, c'est un grand souvenir, en blague à part, c'est un très grand souvenir. Et puis, ça fait la différence, non ? Tu montres une campagne que tout le monde a vue ? Ouais, carrément. Chez Fred et Farid, vous avez lancé récemment un studio de prod sur l'intelligence artificielle. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi ? Ouais, ça s'appelle iMagination. Ça sort tout droit du cerveau de Fred. Moi, je trouve ça génialissime. C'est-à-dire que je faisais partie des gens un petit peu réticents. Et en fait, il a tout compris dans le sens où l'IA est un outil qui n'est pas du tout quelque chose qui est voué à nous remplacer. C'est comme si, il y a 25 ans ou il y a 20 ans, on disait moi, j'ai pas besoin de Photoshop, ça va, je sais dessiner. En fait, on est là pour guider une IA et c'est un moyen de production génial. On est presque à se dire à l'agence, tiens, qu'est-ce qu'il y a 2-3 ans on trouvait génial et qu'on n'a pas pu faire, quoi, parce qu'on n'avait pas de thunes, parce que le client ne pouvait pas payer une prod. Maintenant, on peut le faire. C'est un moyen génial, ça fait des maquettes plus rapidement, ça fait tout ça. Et iMagination, c'est un studio qui est à destination d'autres agences. Il y en a beaucoup qui nous ont appelés. Directement des annonceurs, des directeurs marketing, voire même des studios de prod,
On a des artistes IA, des IA artistes à l'agence, à Los Angeles, à Paris, à Shanghai, à New York, qui travaillent pour le studio. Là, pour le moment, ça prend la forme d'un grand showreel. Et en fait, qui dirige des prompts jusqu'à créer des images. On fait des films, on fait des séries de photos, et c'est bluffant. Ça remplacera jamais la bonne idée créative? Non, c'est un moyen de prod. Moi, je le vois que comme un moyen de prod. Je crois pas du tout à ChatGPT ou autre pour faire des accroches, pour trouver des concepts. Parce que, si tu veux, l'IA, quand elle est à la base d'une idée, elle ne peut faire que du middling, c'est-à-dire trouver un juste milieu entre tout ce qui a été fait, et c'est un grand robinet d'eau tiède. En revanche, quand il y a un créatif derrière qui a une idée dans sa tête et qui s'en sert comme un moyen de production, bah là, c'est quand même un moyen de faire assez vite des merveilles. Après, je pense que ça remplacera pas non plus, en termes de comédie, par exemple, l'humain, la rapidité d'esprit, la bonne vanne sur un plateau. Ah, on n'a qu'à la mettre dans le script, on va voir ce que ça donne. Un réalisateur, un photographe, ça sert à faire des maquettes, ça peut aussi servir à produire, mais c'est une nouvelle corde à notre arc. C'est pas la fin de tout ce qu'on a connu, Dieu merci. Alors toi qui connais bien le concours, qu'est-ce que tu dirais à un jeune créatif pour gagner les Mademoiselle Pitch Awards pour Ed? Pour les gagner, je pense qu'il faut pas se contenter de prendre le brief et de dire qu'est-ce que ça donne sur une image. Je parle en print, mais même en vidéo. Il faut essayer de trouver un éclairage. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se décaler un peu et de se dire tiens, de là, ça ressemblerait plutôt à ça, de prendre des points de vue. Et quand on a un point de vue, on a quasiment déjà un bouclage et quasiment déjà un concept. Mais si on prend la ligne du brief et qu'on essaye de l'imager, bah on va avoir la même idée que tout le monde. Et en fait, ça va donner des trucs tiens, on n'a qu'à faire, comme ils veulent recruter des jeunes, on n'a qu'à faire le Tinder du recrutement. Je vais être dans le jury, je vais voir 35 Tinder du recrutement, je le sais. Si on cherche un éclairage un peu différent, on va se dire, tiens, qu'est-ce que ça apporte d'être bénévole? Et là, peut-être qu'on arrive à un truc différent. Ou alors, bénévole, c'est le premier métier où on gagne pas d'argent, mais on a tellement plus à gagner. Un éclairage différent. Je fais de la création sauvage, je devrais pas, mais voilà, chercher un angle et pas juste prendre le brief et le mettre en image. Et cette année, tu intègres le jury catégorie radio. Ouais. On dit souvent que la radio, c'est le parent pauvre des créatifs. Vous aimez pas trop. C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, j'adore la radio. J'adore. J'en fais pas assez. Et j'en fais pas assez des biens parce qu'on n'a pas souvent la place d'en faire des biens. L'expression, le podcast le montre bien. Les séries audio le montrent bien. Il y a un territoire génial à l'oral, en fait. Il y a des grandes radios faisables. Moi, je trouve que les radios Jameson, avec la musique irlandaise, écossaise, dans les Highlands, la voix du mec qui parle français avec un accent écossais, on est ailleurs, mais pour 10 000 balles, quoi. Je trouve ça génial. Moi, il y a une radio que j'adore, qui est les radios de Psychologie Magazine. Ouais. C'est toujours une question. La une de Psychologie Magazine est toujours une question. Et il y en avait une où il y a une mère qui parle et qui dit « Oh, vous l'auriez vu, il était sur son petit pot, il poussait, il était tout rouge avec sa crotte qui sortait. » Cut. Est-on vraiment obligé d'aimer sa mère? Psychologie Magazine. Moi, je trouve que c'est du génie. Et en radio, on peut avoir du génie comme ça. Voilà. Et donc, non, moi, j'adore la radio. Mais il faut chercher du concept. Faut pas écrire une voix off et la lire. Et emmener dans un univers aussi. Ouais, franchement, ça coûte pas cher. Le sound design, ça coûte pas cher. C'est-à-dire que si je fais il y a un mec qui fume une clope. Et on l'entend, quoi, à l'image. Un bruit de briquet, une respiration, déjà, on est ailleurs. Un bruit de train, on est dans le train. Enfin, c'est facile, hein. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou! Au revoir, président! Le mot de la fin. Alors maintenant, on rentre dans la dernière partie de ce podcast qui s'appelle l'acrostiche de la fin. En fait, je choisis un mot. Chaque première lettre de ce mot appelle une question. Et tu dois répondre le plus rapidement possible. Je pense que ça ne devrait pas être trop difficile pour toi. Pour toi, j'ai choisi le mot pote. Donc P comme punchline. Quelles sont les punchlines qui t'ont marqué, que ce soit au cinéma, dans la musique, dans la pub? Dans la pub, il y en a une que j'adore, qui est une annonce anglaise pour la lecture, en fait, pour les libraires, pour le fait de lire, quoi, pour la cause de la lecture. Et c'est en anglais, c'est a book can take you you can take a book anywhere and vice versa. Je trouve ça pur. Mais globalement, ouais, tout ce que il y a beaucoup d'annonces de pubs que j'aime. J'aurais du mal à faire un choix, mais je trouve que celle-là est très très forte. Il y en a une autre là-dedans, dans le même série, qui est Mao, Hitler et Marx avaient un point commun, le pouvoir des livres. Boum. Moi, je trouve ça trop pur, quoi. Oh, comme objet. Quel objet tu emporterais avec toi sur une île déserte? Je pense la Pléiade,
le temps de tout comprendre, de tout assimiler. Je pense que je serai mort d'ici là, c'est très bien. Ça m'occupera jusqu'à la fin. T'es comme travail, tu feras quoi quand tu vas t'arrêter de bosser? Probablement un resto et probablement un peu de free, un peu de cinéma, un peu d'écriture. Moi, j'aimerais bien, à 40 ans, avoir écrit une chanson, dialoguer un film, faire un peu de tout ce qui touche à mon métier d'écriture. Je sais pas, dialoguer une BD, bosser un peu avec des gens à droite à gauche et en même temps avoir un resto ou réunir tout ce petit monde et mes potes. Comme écrire, cap ou pas cap d'écrire un film? C'est en cours. Alors raconte-nous. Le titre provisoire, c'est Effeuillage. Il changera peut-être. Il est coécrit avec un ami qui s'appelle Malo Pelé. Il va être co-réalisé avec ce même ami. Il est en cours de production par Insolence Prod, qui est la boîte de prod qui vient de produire Chien de la Casse, voilà, qui est nominée cette fois au César. Donc je suis entre de bonnes mains avec Anaïs, que j'embrasse. Et c'est un court-métrage, j'imagine. C'est un court, ouais. Wow. Le long, on verra plus tard, mais déjà un court, on sera très content. C'est déjà bien pour commencer. Eh bien, au revoir, chers auditeurs. C'est déjà à la fin de ce podcast et de cet échange avec Édouard que j'ai trouvé grandi, plus mûr, plus sage. L'album de la maturité. Ouais, c'est l'âge de la maturité. Et vous pouvez retrouver d'autres invités sur le podcast, Mademoiselle Pitchoner et d'autres créatifs à écouter. Ça passe vite. Ouais, c'est nickel.